Nous le rappelions à la mi-journée, la France est un pays tempéré. L'orage est passé. Il pleut encore un tout petit peu, mais tout ça va s'arranger dans la nuit. Merci d'avoir vraiment patienté, d'avoir aguanté, comme on dit un peu plus au sud. Et bravo pour être là. Notre programme reprend donc son cours normal jusqu'à la prochaine catastrophe climatique. Lecture donc ce soir, comme les autres soirs, et nous sommes absolument enchantés d'accueillir Yves Ravet, qui en 1996 avait publié un roman intitulé Alerte. Déjà. Yves Ravet, romancier, il a publié une quinzaine de romans, la plupart aux éditions de Minuit. Il est dramaturge, il est entré au répertoire de la Comédie Française il y a près de 20 ans. Ses romans sont noirs, pleins de fantaisie, de personnages uniques, ciselés dans une langue extrêmement travaillée qui ne laisse aucun effet, aucune manière, peut-être de temps en temps un détail ou une tournure drôlatique qui vous sort du récit et vous vous retrouvez assis à côté de l'auteur, très brièvement. Yves Ravet dit toujours qu'il écrit en enlevant, en rabotant impitoyablement, interminablement sa phrase. C'est aussi quelqu'un que nous aimons beaucoup et à qui nous avons pensé tout de suite lorsqu'il s'est agi de choisir un écrivain qui viendrait nous parler des autres, en choisissant ça et là des lectures dans leurs livres, et nous l'espérons dans les siens. Yves Ravet. Merci. J'arrive, hein. Voilà, au cas où. Excusez-moi. Bonsoir. D'abord, je vous adresse un très grand merci d'être présent, malgré les intempéries. Voilà. J'ai bien pensé que ça ne se ferait pas. C'est formidable. Je viens de le comprendre. Et puis par ailleurs, non pas par ailleurs, mais en premier, je remercie Jean-Michel Marioun de son invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir, je le dis en toute, après tout, lorsque j'ai reçu un message me proposant de venir pour ce banquet du livre, qui est une situation que j'ai d'abord, toujours admirée, et deux, d'où j'ai entendu parler souvent, et je suis venu quelques fois, bien entendu, sur l'invitation. Et je me suis dit à ce moment-là, ça m'a préoccupé, puisque, en définitive, en gros, je suis auteur, je peux dire librement ce qui se passe dans ma tête, et qui est le reflet de mon activité d'auteur, c'est-à-dire que à ce moment-là, j'étais à ce moment-là, c'est-à-dire il y a 2-3 mois, plutôt, en situation d'écrire mon roman qui m'accompagne tout le temps. Et puis là, ça y est, il y a eu un objectif qui s'est posé, et c'était pour moi, c'est devenu extrêmement important. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que chaque fois que je lisais un roman, particulièrement, plutôt un roman qu'autre chose à cette époque-là, j'étais en situation de désirer le partager. Et le fait du partage, qui n'a pour moi rien de religieux, en aucun cas, me paraît être un des éléments fondamentaux de la lecture, et par ailleurs de l'écriture, et écriture et lecture étant bien entendu toujours liées. Mais de manière simple, en fait, quand on plonge dans un livre, on s'intéresse, on s'intéresse à l'autre, quoi. Et on plonge dans un monde qu'on ne connaît pas, et c'est chaque fois une aventure. Je suis en train de vous dire des lieux communs, mais en même temps, il est parfois bon de le rappeler, enfin au moins pour moi, dans ma tête, voilà. Et j'ai travaillé, oui, chronologiquement. C'est-à-dire que chaque fois que je lisais un texte qui m'intéressait, je le retenais et je lisais
eh bien voilà, ça, tu lis 10 lignes de ça, tu lis un paragraphe de ça, puisque ce que j'avais compris dans le discours de Jean-Michel, c'est qu'on parlait d'itinéraire d'écriture. Voilà ce que j'ai retenu. Je vais d'un endroit à l'autre, mais on y va, en fait, je corrige d'itinéraire de lecture. Et donc, chaque fois, je disais, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Donc, résultat, je me suis retrouvé avec une dizaine de livres et je me suis dit que si, effectivement, on peut parler de confusion des temps, moi, on allait parler de confusion des livres, on ne comprendrait plus rien. Et donc, j'ai retenu, contrairement à ce que j'ai annoncé et qui est dans le dépliant, par exemple, j'ai dit que j'évoquerais un roman de Claude Simon et j'avais en tête, par exemple, Le Palace de Claude Simon, le relatif à la guerre d'Espagne, qui est vraiment un texte sur lequel j'ai travaillé en janvier, sur ma façon d'appréhender l'œuvre de Claude Simon. Et finalement, je l'ai ôté, je l'ai remplacé par un livre de Mikhail, je prononce bien, hein, Tarkovsky, qui s'appelle Le temps gelé. Et j'ai pensé aussi qu'il y aurait plus de dynamique à l'intérieur. Non pas qu'il n'y ait pas de dynamique chez Claude Simon, mais peut-être des fois, il est bon de faire du neuf. Et voilà, donc j'avais prévu une séance, si vous voulez, on va dire en 4 temps. Voilà. Le premier temps, c'est je vous lis 2 extraits de textes qui m'ont beaucoup ému. Dans un second temps, après tout, je reviens à mon travail personnel et je donne une image de ce que j'entends par la notion de roman, mais sous le biais ou par la voix, comme on dit an American Way, par exemple, par la voix de la, comment je pourrais dire, par la voie de l'apprentissage de l'écriture pour aboutir au roman. Et c'est pourquoi j'ai introduit ce personnage de bande dessinée qui s'appelle Tintin, voilà. Et j'essaierai d'expliquer en quoi le personnage de Tintin ne m'intéresse pas du tout, mais par contre a participé certainement à un certain endroit de mon existence, de mon apprentissage de l'écriture. Et je trouve ce nom déjà... Enfin non, je ne m'avance pas trop. À partir de cette réflexion, j'avais en idée, vous voyez, je suis dans mon temps, je me dis, ben tiens, ça tu peux le mettre, etc. Et je suis aux Pays-Bas, et à côté de La Haye, où il y a le tribunal international, c'est un des plus beaux, voilà, par exemple, comme référence. Et puis à Vorlinden, non pas à Vorlinden, enfin bon, bref, il y a un musée qui s'appelle Vorlinden à 10 km. Je découvre un plasticien américain, né en 1920, que j'ai trouvé extraordinaire. Et je prends des photos, je suis autorisé à prendre des photos rapides avec l'iPhone. Je prends des photos et je dis ça, je le mets parce que c'est pareil, tu parles d'un livre, tu peux aussi parler d'une image. Et une image, elle transporte autant de choses qu'un livre. Simplement, il faut adapter peut-être son registre de lecture. Et si ça ne prend pas trop de temps, tu le fais. Alors là, c'est réglé. Comme il y a eu l'orage, on ne peut pas et j'en suis très reconnaissant aux personnes qui sont employées à ce qu'on tente la chose. Et finalement, je me dis qu'on reste en littérature, et puis en définitive, la littérature, ce n'est pas une justification facile de ma part. La littérature, c'est quand même l'alimentation par des images, des métaphores, enfin, etc. Et dans ce cas, c'est peut-être bien de ne pas avoir l'image, mais je vous en parle. Non, je vous assure, on va y arriver. Et puis là-dessus, au dernier moment, là, quand je suis au musée de Vorlinden, j'ai effectivement cette image-là qui m'apparaît, et je suis dans l'attente d'un entretien important avec la metteuse en scène qui travaille sur l'adaptation d'un de mes romans, et je sais que cette image va me servir. Ça ferait donc la 4e partie, parce que je vous lirai un extrait de son adaptation du roman. Voilà. C'est peut-être un peu long comme introduction. Je devais aussi mesurer le temps. Donc je vais essayer. Mais j'ai déjà oublié le départ, donc je n'ai pas de mémoire, donc il faut le savoir. Donc là, j'ai perdu 5 minutes. Franchement,
quand j'ai lu ce livre, qui est un roman graphique, c'est de Camille de Toledo, et comme c'est un roman graphique, il est dessiné par Alexander Pavlenko. C'est un livre que je considère comme extraordinaire. Et surtout, enfin, son titre, c'est Herzl, H-E-R-Z-L, une histoire européenne. Bien entendu, on parle ici de Herzl, de la fondation du sionisme. Et c'est simplement cette façon qu'a eu Camille de raconter ça, cette forme de lyrisme qui n'appartient qu'à lui, de raconter des histoires à partir de cette espérance qui a été à un certain tournant de l'histoire de notre époque, bien entendu, une certaine espérance du déplacement, de la fondation, de l'énergie à regrouper, après une période historique effectivement extrêmement tourmentée, difficile, et dont nous ne sommes pas encore sortis. Donc je me suis dit, tu lis ça pendant quelques minutes, pas plus, et il y a à l'intérieur ce que je voudrais faire ressentir, si j'en étais capable, là, le rythme et la passion de Camille de Toledo pour cette histoire d'Europe aussi, en même temps, puisqu'il appelle ça une histoire européenne. Nous sommes donc à Londres en 1931, et il a, pour introduire tout ce qu'il a envie de dire dans ce gros roman graphique, il a cette idée de fabriquer un personnage fictif qui s'appelle Ilias Brodsky, qui a, par certaines circonstances de son existence, échappé de la partie de la Pologne, enfin de la Galicie, échappé du Shtetl, voilà, est passé par Vienne, est allé à Londres, etc., et rencontre un jour Herzl. Je ne vais pas plus loin que ça. Je voudrais seulement lire quelques secondes le texte que j'ai pris parce qu'il m'a emporté, et en considérant par là même que j'aimerais si quelqu'un de supérieur, voilà, je ne sais pas comment dire, pouvait se pencher sur cette heure que je passe avec tant de bonheur avec vous, puisse être vue sous l'éclairage de l'écriture de Camille de Toledo. Donc, voilà, c'est peut-être mieux. Si. Depuis cette enfance-là. Alors nous sommes à Londres, 1931, et Ilias Brodsky parle de ses souvenirs. Depuis cette enfance-là, depuis ce premier exil, je ne suis pas devenu plus bavard ou plus riche, mais j'ai eu le temps de lire, et les livres que j'ai lus, je les ai dressés entre moi et le monde comme une barricade. C'est en lisant que j'ai pu mesurer ce qui me sépare des belles sociétés bourgeoises de l'Europe qui fabriquent et écrivent l'histoire. En lisant, j'ai pu comprendre, après coup, la confiance qu'on avait en l'avenir dans mon enfance, avant que tout ne s'effondre. J'ai pu sentir par mes lectures qu'il y avait des gens avant la guerre qui avaient quelque chose à perdre. Des maisons, des meubles de famille, de jeunes prodiges partis au front et fauchés trop tôt. J'ai pu, en lisant, mesurer ce qu'était pour toute l'Europe le sens du mot suicide. Mais pour moi, qui venais de nulle part, pour moi qui ai traversé cette Europe juste avant qu'elle ne se jette dans la mort, pouvait-il y avoir la moindre chute, le plus petit effondrement? Quand vous êtes appelé par la naissance à ramper toute votre vie, que peut-il bien arriver de grave? Bien sûr, j'ai vu les ravages de la guerre à distance. J'ai pu aussi entrevoir les premières trahisons de la Révolution.
Mais que peut perdre comme illusion celui qui est né sans croyance? Ce sont eux, je pensais, les bourgeois qui ont emmené les nations à la mort. Ce sont eux maintenant qui écrivent l'histoire de leur défaite. Ce sont eux les prolétaires, les affamés de la Révolution, qui ont cru changer l'homme et qui l'ont finalement trahi. Voilà, je n'irai pas plus que ça. Et donc, dans cette première partie, je passe à Mikhaïl Tarkovsky. Le texte s'appelle « Le temps gelé ». Et je me suis rendu compte aujourd'hui que je ne l'avais pas pris enfin, je l'avais lu, mais pas reproduit par écriture. C'est traduit du russe par Catherine Perel. J'imagine quand même qu'on peut citer la traduction. Il y a quelque chose de très fort qui unit ce personnage, Mikhaïl Tarkovsky, mais je suis certain que le mieux, plutôt que je ne donne des avis, puisque je vais partir dans un registre lexical qui sera celui du magnifique, du très beau et tout, mais cela est vrai, c'est vraiment le mieux qu'on puisse faire avec un auteur, enfin si moi j'avais les moyens d'en faire un petit peu, c'est tout simplement de le lire. Parce que parfois on n'a pas besoin de commentaires. La limite, pour moi, c'est des fois un peu plus facile. C'était la postface. J'avais prévu 10 lignes dans l'introduction sur la lecture. Et puis, je restais toujours sur la dimension de lecture. Simplement, je pensais que le texte que j'ai retenu donnait beaucoup plus de références. Et ça m'a paru étonnant. En plus, il y a là-dedans, j'ai dit que je me tairais, mais voilà, cette notion de filiation, puis le fait de transmettre. Nous sommes donc, du point de vue géographique, dans la taïga, qui relie une ville comme... enfin, ça se passe dans une petite île qui s'appelle Bakhta, ou un village, au bord du fleuve Yenisseï. Et nous allons de Krasnoïarsk, jusqu'à la mer glaciale arctique. Donc on est en pleine neige, un peu comme ici, quoi. Tout ce qui compte le plus dans ma vie, je le dois à ma grand-mère maternelle, Maria Ivanovna Vishniakova, qui s'est occupée de moi pendant le plus clair de mon premier métier et qui a posé les repères qui ont guidé la voie que j'ai ensuite suivie. Pour les Russes de la génération née après la guerre, les grands-mères ont joué un rôle particulier. La plupart des pères et des grands-pères n'étaient pas revenus. L'un de mes grands-pères était mort. L'autre avait perdu une jambe. Nos grands-mères nous ont tous tout porté et qui plus est, grâce à leur âge et à leur expérience, elles ont pu raconter des tas de choses à leurs petits-enfants. Je suis né en 1958 dans le Zamorsk-Retchier, un quartier ancien de Moscou, où au milieu des maisons de pierre apparaissait tout à coup une rue de village bordée d'isbas. Une eau blanche d'écume gargouillait à la frontière rouillée et les racines puissantes des peupliers faisaient craquer l'asphalte desséché. Ma grand-mère m'a aidé à me construire en m'ouvrant 3 portes. La nature russe, la littérature russe, la foi orthodoxe. Nous avons visité ensemble toute la Russie centrale et presque à chaque endroit, il y avait quelque chose qui la touchait. Je venais d'entrer à l'école quand une parente éloignée a eu l'excellente idée de m'offrir le livre de Promptov, « Les oiseaux dans la nature ». Pour que tu connaisses mieux les oiseaux de chez nous, avait-elle écrit sur la page de titre. Ce choix n'était pas anodin. Ma grand-mère disait très souvent que quand je serai grand, je serai zoologue et que je vivrai dans la forêt. Consciemment ou non, elle me prédisait une vie dans la taïga, évoquait très souvent l'Yenisseï, où autrefois elle avait envoyé en expédition son fils,
mon oncle, le célèbre réalisateur Andreï Tarkovsky, un homme plein de vie, fascinant, auteur de films extraordinairement singuliers et profonds. Aujourd'hui encore, il en est un que je ne peux regarder sans larmes. On y voit ma grand-mère de son vivant. Ma grand-mère m'a fait visiter la région de Moscou, l'Oka, la Volga, la région de Kalouga, d'où elle était originaire. Nous avons passé un été au monastère d'Optina, Poustine, et elle en a profité pour me mettre entre les mains, entre parenthèses, j'avais une dizaine d'années, les frères Karamazov, dont l'action se déroulait dans ces lieux. Peu de temps auparavant, nous avions vécu dans un village au bord de l'Oka, et tous les soirs avant de dormir, elle me lisait Guerre et paix. C'est par ces deux livres qu'enfant, j'ai découvert la littérature russe. Je n'oublierai jamais la détermination avec laquelle ma grand-mère, sans tergiverser, m'a plongé directement dans ses grandes œuvres. Elle avait un sens aigu de la nature et plus généralement des lieux. Elle possédait une perception intime de l'espace russe. Ce sens géographique de la Russie, elle me l'a transmis. Chez nous, il y avait des cartes au mur et quand j'étais malade, je passais des heures à les regarder. À l'époque, l'État éditait des tas de livres magnifiques sur la nature. Certains étaient en traduction. Par exemple, Deux petits sauvageons d'Ernest Thompson Seton. Mais le plus important étaient les ouvrages de Fedoseev, de Bianchi, Privchin, Astafiev. Plongé dans ces lectures, je rêvais de taïga, de Sibérie et d'Extrême-Orient russe. Je me souviens tout particulièrement de La mort m'attendra et de Dans l'eau de Djoudira de Fedoseev avec les photographies des chiens Boïka et Kouchoum. C'est évident, hein? Ma grand-mère me lisait tout haut Souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Je n'ai jamais oublié l'air un peu sauvage de l'oncle Jules au matin, ni les préparatifs avant de partir à la chasse, ni la chasse aux perdrix, et bien d'autres choses encore. Avec Tolstoï et de Dostoïevski, ma grand-mère m'a offert Pouchkine, Lermontov, Tyutchev, Goumilyov. Une fois qu'elle était tombée sur une biographie de Pouchkine, elle m'en a fait la lecture. Tout un pan de ma vie avec elle a été placé sous le signe de ce livre, et je me souviens de son émotion quand Pouchkine meurt en duel. Elle avait été particulièrement touchée par le fait qu'au moment de sa mort, il ait demandé des mûres blanches au sirop. Chez elle, les événements les plus importants étaient toujours liés à un détail de la vie russe qui lui était familier. Il en allait de même pour Gogol, Tourgueniev, Tchekhov. Le génial récit Katchanka était celui qu'elle préférait. J'ai bien sûr lu aussi Korolenko, Gorky et Giliarovski, et encore des masses de livres sur les chevaliers, les Indiens, les pirates et toutes sortes de voyages. Il y avait alors des tas de livres russes et traduits en circulation. Tout le monde lisait. Ma grand-mère me forçait à étudier les livres du programme à l'avance, tant l'approche scolaire lui paraissait ennuyeuse. Il faut dire que je n'étais pas un bon élève et je n'avais de bonnes notes que dans les matières qui m'intéressaient. La plupart du temps, je bâillais et je rêvassais, par exemple, aux vacances d'été à venir où l'on partirait à la campagne et où je pourrais fabriquer des appeaux en bois de tilleul, pêcher et modeler des armées de chars en terre glaise. Le prof de littérature me disait « Ah, Tarkovsky, tu as la tête bien faite. Dommage qu'elle soit sur les épaules d'un idiot. » J'ai bien aimé ça, moi. No comment. Ça. Et puisque Tarkovsky parle de lecture, et puis parle d'enfance et de relation avec sa grand-mère,
Je vais donc aborder le phénomène Tintin. Simplement, ces 3 pages. Au départ, je crois que c'est en janvier, je suis un peu dans une sorte d'entre-deux par rapport à mon travail d'écriture. J'ai un peu de place à utiliser. On me commande une revue, genre Europe, voilà, me demande ce que j'aurais à dire si je parlais de Tintin. Et comme d'habitude, moi, je prends le sujet qu'on me donne et je le ramène à moi et je ne le traite pas. Donc, il y avait quand même cette dynamique qui s'inscrivait dans le fait que je me souvenais, donc avoir lu Tintin, voilà. Donc je crois que je vais me taire là, enfin je vais lire, voilà. Donc c'est 3 pages. Donc je l'ai intitulé, j'espère que j'ai rien oublié, je l'ai intitulé « Chaque trait », puisque je me suis intéressé à une vignette, désigne son objet. Alors en principe, si vous voulez, ce que j'avais imaginé, c'est que pour simplifier les choses, je n'ai pas pris tous les albums de Tintin, j'aurais passé l'année, et j'ai pris un seul album, et puis dans un seul album, une seule page, et dans la seule page, une vignette. Mais non, mais ça simplifie tout, hein. Et donc, à partir d'une vignette, tu essaies de sortir ce qui peut être intéressant. Si c'est intéressant, tu le retiens. Enfin, si ça te paraît intéressant, tu le retiens. Sinon, on laisse tomber. Et j'ai cette histoire du sceptre d'Ottokar. Si ça évoque quelque chose pour certains, pour moi, c'était évident. J'ai donc prévu cette vignette qui est en principe là, et que je reproduis en photo, quoi. Et donc, c'est le moment où on voit Tintin de dos. Il entre dans un restaurant qui est un restaurant Sildave, et il est à la recherche d'un homme qui vient d'entrer dans ce restaurant, c'est passionnant. Et bon sang, où est-il passé? Point de suspension, point d'interrogation. Et au fond, vous avez le patron Sildave, avec une moustache peut-être caractéristique, je ne sais pas comment Hergé fabriquait ces typologies, mais lui il répond « Tiens, un client ». Donc voilà, c'est tout. Il ne faut pas demander plus. Et moi, ça m'est venu à l'esprit parce que finalement, ça me rappelle ce moment où, en fait, par la bande dessinée, par le livre, par la lecture, on apprend à vivre, voilà. Point de suspension, mais advint ce jour où, attardé devant un album de Tintin, je me suis dit que ce dernier m'avait accompagné sans que je m'en rende compte dans l'apprentissage de l'écriture du roman. Bon, j'ai écrit ça sur 15 pages, là j'en ai 3. Hein. Je devrais, ai-je pensé alors, être capable de raconter cela. Ainsi ai-je retenu pour mémoire ce seul objet, une vignette tirée d'une aventure du jeune reporter, peut-être l'angle d'entrée le plus simple dans le souvenir. Tintin entre dans un restaurant, il est à la poursuite d'un individu, cet homme a disparu, Tintin se demande où il est passé, le patron en face, voilà. Le jour de ce constat, je me suis revu enfant, installé dans la cuisine familiale, découvrant l'album, le sceptre d'Ottokar, comme je le faisais chaque fois à l'abri des regards, sous la lampe. Le sceptre d'Ottokar, l'intrigue principale dont je lisais sans discontinuer, d'un soir à l'autre, les péripéties, se déroule dans un pays imaginaire, la Sildavie. Ce seul nom à parfum slave évoquait de très près chez moi, alors je dois dire je suis de descendance slovène, un de ces États des Balkans dont certains constituent aujourd'hui l'ex-Yougoslavie. J'ai lu Tintin comme tout le monde, à l'âge requis de l'enfance et de la préadolescence. Fait remarquable, des années plus tard, cette image du restaurant subsiste dans mon imagination. Elle s'ancre par là, dans le souvenir. En 1947, date de publication de l'ouvrage, puis années 50, puis 60, les enfants qui voulaient représenter Tintin pouvaient prendre un papier calque, dessiner en suivant les lignes
reproduire, mettre en couleur avec les crayons. On devenait alors Tintin soi-même par le calque qui autorisait un dessin de la ressemblance et du mimétisme. De ce point de vue, je peux considérer m'être identifié enfant à Tintin, ce qui a produit le besoin d'écrire, d'être lui. Certes, je me suis nombre de fois interrogé sur mon attirance pour lui, mais j'en viens à penser maintenant qu'il n'y a rien à dire de Tintin. Plus encore, j'éprouve cette sensation qu'il était à mes yeux comme l'évidence. En ce sens, si je ne m'interrogeais ni sur sa nature, ni sur son identité, en fait, Tintin a toujours été là. Si je devais exprimer cela, je dirais qu'il était de toute éternité, et sa présence ne posait aucune question, ni de son origine, ni de son passé. Il était un état de fait. J'ai rêvé cette vignette pour mieux l'inventer, et je l'ai interprétée. J'ai déduit de mes observations de lecture que, si les traits étaient réguliers à ce point, s'ils ne présentaient aucune ambiguïté, si leur présence circonscrivait des situations nettement posées, à quoi s'ajoutaient des objets définis avec précision, il en découlait que la langue pouvait se pratiquer sans détour, que cette langue, devenue celle du roman, pratiquée de cette façon, levait chaque ambiguïté. Et j'en suis venu à ce constat que n'existait, selon moi, aucune duplicité, aucune périphrase, voire aucune métaphore, pourrais-je ajouter. Tout est devenu simple, direct. J'ai utilisé parfois le mot transitif. Ce mot exprime le fait que rien ne vous arrête dans le déchiffrage d'une phrase. J'ai pensé plus tard, quand j'écris, je dessine d'abord, mais je crois aussi aujourd'hui, je dessine en même temps. Souvent, assis à la table de la cuisine, à côté de ma mère qui repassait le linge de mon père, je dessinais la vignette. Je me servais aussi du papier calque pour m'entraîner à la ressemblance. Je le sais aujourd'hui, sans que ce soit par ailleurs une grande découverte, plutôt une évidence, mais une évidence capitale, car elle explique beaucoup. Si je la dessinais, c'était pour me l'approprier. C'était l'œil qui écrivait. Il élaborait étape par étape la construction de l'intrigue, l'aventure. Dessiner, c'était alors imiter et inventer, tenter d'approcher au près la bande dessinée qui elle-même tendait à se rapprocher du réel. C'est-à-dire que je me sentais armé de cet outil, mon stylo à point de feutre dans la main, habilité à trouver ma place. Aujourd'hui, je dirais que ce stylo à point de feutre écrivait à partir d'un filtre qui tamisait, sélectionnait, donnait une raison d'être à la simplicité. Aujourd'hui, m'apercevant enfant, je le sais maintenant, je dessinais les personnages dans le but de les comprendre. Et si cela subsiste aujourd'hui encore, c'est pour signifier que de cette façon, je comprends aussi mon roman. Je n'ai donc aucun commentaire à produire concernant Tintin. Or, cette vignette, mais puisque nous en venons à parler de littérature, je retiendrai seulement ceci. Le fait que notre jeune héros, ici comme partout ailleurs, soit toujours en action est un point qui concerne l'intrigue. Ce qui me permet par enchaînement de dire ceci. Dans l'aventure, chaque trait désigne son objet. Cette phrase, subitement, produit un écho rétrospectif. Elle m'entraîne au cœur du XVIIIe siècle et c'est parfaitement inattendu. C'est pourtant bien celle du valet parlant avec son maître dans le roman Jacques le Fataliste. Là où Diderot s'interroge sur la notion de causalité de l'être et de son devenir à travers une situation donnée, Jacques rapporte ainsi à son maître
la parole de son capitaine qui déclara un jour « Chaque balle qui partait d'un fusil avait son billet ». Deux choses. Sachons qu'à la fin du roman de Diderot, Jacques ne termine pas son histoire. Et que relire sans cesse Tintin, comme je le fis enfant, c'est lire en boucle pour en définitive ne jamais terminer. À l'inscription du mot fin, en gros caractères, tout recommence. Considérons secondement que Jacques, dans le roman, agit en permanence sur le cours de l'histoire, comme Tintin qui ne s'abandonne pas sans rien dire aux événements. Aussi, l'enfant ressent cette vignette lourde de contexte et de déterminisme qui agit sur l'idée qu'on peut avoir du petit reporter. Tintin ne nous a rien dit pourtant, sinon quelques phrases simples qui traduisent sa perplexité face à la disparition de l'homme poursuivi dans la vignette. À cet instant, il nous abandonne sur le bord de la bande dessinée, sans avis sur le monde. De même, très rapidement, à force de répéter la même séquence, l'enfant abandonne l'épisode, veut déserter, mais recommence sans cesse. Voilà. Et puisque je parlais de Diderot et puis de Jacques le Fataliste, sans en rajouter, les premières phrases du roman de Diderot, parce qu'elles sont vraiment fondamentales. Je reprends ça. Le tout début, sur quelques lignes, Diderot est à la plume. Comment s'était-il... Alors, on parle de Jacques et de son maître, qui chevauchent ensemble, et le maître est sans cesse en train de demander à Jacques « Dis-moi, Jacques, raconte-moi, parle-moi de tes amours », et Jacques raconte l'histoire. Je démarre. Comment s'étaient-ils rencontrés? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il? Que vous importe? D'où venait-il? Du lieu le plus prochain. Où allait-il? Est-ce que l'on sait où l'on va? Que disait-il? Le maître ne disait rien, et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut. Le maître: c'est un grand mot que cela. Jacques: mon capitaine ajoutait que chaque balle qui partait d'un fusil avait son billet. Le maître: et il avait raison. Après une courte pause, Jacques s'écria que le diable m'emporte et il est parti. Voilà, il raconte. Voilà, je voulais dire ça, de Diderot. Ça reste amplement, voilà. Et puis à ce moment-là, sans... je cherche mes lunettes, hein, merci. Sans lien apparent comme ça, mais en définitive, je tends vers ce moment où je voudrais lire l'adaptation du texte du roman qui va être mis en scène pour le théâtre. Donc je vérifie encore en plus mon temps. J'avais prévu au ce musée de Vorlinden à Wassenaar, c'est ça, qui est la banlieue de La Haye. C'est un musée privé, une fondation, mais comme on a beaucoup de fondations d'art contemporain qui naissent en ces temps, il y a une exposition d'un Américain que j'ignorais totalement et que vous connaissez, qui s'appelle Wayne Thiebaud. Voilà. Et ce Wayne Thiebaud, il est né en 1920 et j'avais apporté un portrait d'homme, standing man. Hein, c'est un portrait sans nom, sans rien. Et j'aurais voulu analyser, enfin, qu'on ressente ensemble, si vous voulez, ce personnage, quoi, qui est un homme qui marche de face, enfin qui est debout de face dans un vide absolu. Il y a simplement devant sa cheville, derrière lui, la ligne de démarcation du sol et du mur qui est derrière lui, donc on est bien en 3 dimensions, il n'y a pas de problème. Et cet homme se tient debout dans son costume qui est dans un tissu extrêmement lourd. La grandeur, il fait notre taille, enfin voilà. Et puis, il
il a une forme d'avancée des plus timides et des plus conventionnels. Et on a l'impression, moi ça me donnait vraiment le sentiment d'une représentation de l'humanité. Aujourd'hui, dans une conférence, on a entendu parler de vacuité de l'être humain. Et il y a cette vacuité dans cette image. Et ce que je trouvais paradoxal, si vous voulez, c'est que lorsqu'on parle d'art contemporain, très souvent on part sur des images qui peuvent être des images pas facilement abordables ou pas facilement explicables parce qu'elles contiennent une forme de mystère, mais c'est souvent un mystère très formel. Et je n'ai évidemment rien contre cette position, mais il y a là le fait que cet homme, à mon avis, enfin je le ressens comme tel dans l'art américain, qui est un art de la société de consommation. On pense aux images d'Andy Warhol, mais peut-être on peut penser, je ne sais pas moi, on peut penser à d'autres comme David Hockney ou bien comme Hopper par exemple, qui sont des dessinateurs, si vous voulez, de la société comme elle est. Et dans cette société, il y a vraiment j'avais cet homme pratiquement sans épaisseur, quoi, enfin, qui n'a, si vous voulez, qui n'a pas d'idéal, qui est très charnel, qui est très présent et qui n'a pas d'idéal. Et j'aurais voulu voir par des détails, si vous voulez, dans l'image, par exemple le fait qu'il est évidemment debout, et on arrive à voir alors qu'il est debout et qu'on est quand même au-dessus de lui, par exemple, il faut toujours voir un tableau en relation avec celui qui regarde, et c'est celui qui regarde qui est important, c'est pas le tableau lui-même. On voit la semelle, c'est-à-dire le dessous de la chaussure. Et bien, c'est un travail d'optique qui est extrêmement intéressant à cet endroit, et je voulais simplement dire qu'il avait une forme il représentait une image quand même très, on va dire, très dégradée, de ce qu'est la société, dans le fond, voilà. Donc c'est peut-être pas si simple que ça, parce que, en définitive, ce Wen Thiébaut, il a passé sa vie à dessiner, à peindre des pâtisseries. Il a des tableaux complètement constants, des dizaines de tableaux qui représentent des éclairs au chocolat, des sucettes, etc., etc. Et il y a, bon voilà, j'en aurais montré une, ou une pâtisserie, ou un éclair au chocolat, ou un fond de citron, avec un travail sur la couleur qui est extraordinaire. Et on a une forte tendance à penser, par exemple, peinture américaine, donc on pense, par exemple, lui, il est de Sacramento. On pense Californie. On pense, il y a étudié, il y a enseigné, il est né en 1920. Et on pense souvent à l'école de New York, si vous voulez. On pense à Barnett Newman, on pense à Rothko, voilà. Et lui, il produit les mêmes choses, mais sur une dimension figurative, et j'aurais voulu vous le montrer. Et en même temps, comme j'avais en tête, quand j'étais à Fort Linden, le rendez-vous que j'avais avec la metteuse en scène de l'adaptation de mon roman, je regarde maintenant le temps, j'ai pensé que je pouvais lui parler de ce personnage sans que cela soit inductif, parce que ce n'est pas à moi de me mêler de ce qu'elle doit faire en mise en scène. Simplement, on a un échange, c'est un peu normal, voilà. Et je voulais lire ce que j'appelle, donc c'est le titre de mon roman qui est paru il y a un certain temps, mais voilà, qui doit être adapté là et qui sera joué en 2019 au Rond-Point, au Théâtre du Rond-Point. Et puis, c'est une adaptation de Joël Joanneau, qui est un metteur en scène qui a beaucoup fabriqué du contemporain et qui connaît très bien Jacques Bonafé, qui est acteur et qui est connu ici. Et puis, la metteuse en scène s'appelle Sandrine Lano. Et je voulais dire que une des dernières fois où je suis venu ici, j'ai eu le privilège qu'une de mes pièces qui s'appelle Promenade avec Luther, qui est une pièce non publiée, a été interprétée sous la direction de Franck, par Laurence et puis par Serge Renko. Et c'était un événement magnifique. Ils ont donné sa raison d'être à ce texte qui était un texte de théâtre. Maintenant, je vais essayer de donner un peu de raison d'être à celui-ci. On est dans un collège.
dans une école élitiste, c'est-à-dire où il n'y a que d'excellents élèves. Et j'ai deux protagonistes, deux personnages. L'un s'appelle Conrad Bley, c'est le professeur, et l'autre s'appelle Antoine de Saint-Exupéry, ou un autre prénom, Monsieur Saint-Exupéry, voilà. Et les deux interviennent dans la classe. Alors là, je sais que le procédé de la mise en scène, c'est bien entendu une scénographie, etc., mais le procédé et la direction d'acteur qui sera choisie, ce sera que chaque acteur, par exemple Philippe Duclos qui joue Saint-Exupéry, et puis Grégoire Osterman qui joue Conrad Bley, le professeur, s'adresse chaque fois aux élèves. Donc dans la salle de théâtre, quoi. Alors, je vais essayer un peu de vous lire ça. Quand je dis si vous le voulez bien, de toute façon je le dis. Puis... Alors l'indication de texte, c'est le collège Trinité. Vous avez déjà entendu parler de Trinity College. Salle 322, 8h12, Conrad Bley, aux élèves du cours classique. 36 minutes, ça va. La question que nous nous posions la semaine dernière. Pourquoi M. Pipota rase-t-il les murs du collège Trinité avec son éternel parapluie et sa serviette vieux cuir récupérée chez un agent de la SNCF, équivalait à se demander pourquoi, après des années de collège et d'enseignement, il arrive à certains d'entre nous de courber le dos et de se confondre avec la muraille dans cet établissement. Et contrairement à ma demande, vous avez parlé de ce qui nous préoccupe à M. Pipota. Or, je sais que sa réponse à votre question, pourquoi rasez-vous les murs, fut parce que c'est sécurisant. Sur ce point précis, je souhaiterais vous interpeller, puisque cette réponse résume ce à quoi vous tendez, vous assurer d'un confort d'un monde composé de tâches subalternes que vous exécuteriez sans vous poser de questions, et cette fois-ci je dis halte. Dites-moi la vérité, puisque de toute manière je suis au courant. J'ai rencontré hier après-midi, en sortant du cours classique, M. Pipota. Dites-moi quelle aventure vous avez vécue à la piscine couverte, et moi je vous dirai à mon tour ce dont nous nous sommes entretenus, votre professeur d'anglais et moi, puis je vous livrerai le fond de ma pensée. Toi, Justine, qui parle si peu, parle-nous de cet entretien, de cet incident d'hier, quand vous avez rejoint votre professeur d'éducation physique, à qui s'était joint M. Pipota. Et toi, Stéphane, qui affirme qu'un service n'est jamais gratuit et que tu sauras te vendre sur le marché du travail, nous t'écoutons. Tu vas me dire que M. Pipota était avec vous à la salle Omnisport parce que le professeur d'éducation physique avait besoin d'un accompagnateur, qu'après la séance de natation, tu es rentré directement dans ta chambre pour travailler. Cela est parfait, mais M. Pipota, quant à lui, m'a certifié qu'il avait d'abord essuyé les sarcasmes de quelques élèves lorsqu'il est sorti des vestiaires. Il m'a dit que certains d'entre vous couraient autour de lui, leurs serviettes nouées en pagne, et qu'ils se mettaient à hurler en imitant des cris d'Indiens. Je tiens l'expression de M. Pipota, des cris d'Indiens sur le sentier de la guerre. En effet, m'a-t-il dit, et je lui ai répondu que lors des séances d'éducation physique, il était naturel que la classe connaisse une certaine agitation liée au fait que pour beaucoup, cette séance est l'occasion de se défouler. Oui, m'a dit M. Pipota, j'en conviens, mais lorsque j'ai pénétré dans l'air qui entoure le bassin, j'ai été accueilli par une salve de colibets, véritablement une salve, Conrad, une salve qui me faisait l'effet d'une charge de brigade légère. Et comme je ne voulais pas attendre d'être tourné en ridicule, j'ai vérifié l'adhérence de mon bonnet de bain en caoutchouc, puis j'ai plongé, et c'est en plongeant, Conrad, que je me suis dit que j'aurais l'air plus intelligent sans cet extravagant bonnet de caoutchouc, tandis que les élèves me contemplaient en train de nager la brasse. Ce n'est que plus tard qu'ils sont venus vers moi, poursuivit M. Pipota. Plus tard, oui, que le dénommé Michael
a tenté de me faire couler en hurlant « On va lui faire boire la tasse ». Il se tenait juché sur mon bonnet et il pressait de toutes ses forces en s'ébrouant comme un jeune phoque, Conrad. Ce qui était extrêmement déplaisant, m'a dit M. Pipota. Il me donnait des coups qui ressemblaient à des coups de nageoire et il hurlait, si bien que le professeur d'éducation physique a été obligé d'intervenir. Voilà l'aventure vécue par M. Pipota, aventure qu'il m'a racontée comme je viens de vous la raconter, presque mot pour mot. Qu'en dites-vous? Il se trouve que le lendemain, M. Pipota a trouvé sur un coin de son bureau une photographie en couleur représentant le président Mao Tse-tung nageant dans une piscine avec une figurine flottante en matière plastique représentant Donald Duck, ce qui constitue de votre part une mise en scène du calvaire, puisque mon collègue qui souffre des sinus a été obligé de se rendre ensuite chez le médecin. Vous aurez donc appris hier dans la piscine qu'il pouvait être merveilleux de se choisir un maître et d'abuser de lui. Vous avez attendu le moment propice où ce maître était vulnérable et vous l'avez agressé. Si des pierres vous étaient tombées dans la main, vous l'auriez lapidé. Vous lui auriez fait endurer tout ce que vous pensez avoir enduré pendant des mois ici au cours classique et dont vous êtes seul responsable. Bref, vous vous êtes comporté en digne représentant de la classe des employés de bureau à laquelle certains d'entre vous auront accès dans peu de temps. Vous avez choisi de traiter votre professeur en victime et vous n'avez pas hésité à lui faire boire la tasse, comme vous dites. Eh bien, selon moi, des élèves qui choisissent pour victime leur professeur ne sont pas dignes d'appartenir au cours classique, ni à cet établissement. Et à ce sujet, j'aimerais, Stéphane, que tu te lèves un instant. Merci. J'éprouve quelque chagrin, Stéphane, à songer que tu étais parmi ceux qui ont agressé M. Pipota. Cela a fait mal de t'imaginer à califourchon sur M. Pipota, avec ce gros phoque de Michael. Sachant que tu n'es pas partie prenante habituellement dans de telles initiatives, je m'interroge donc sur le pourquoi de ton geste. Ces professeurs qui vous accompagnent au cours de votre existence d'élève sont plus malheureux que vous. Je pèse mes mots. Ils sont infiniment plus que votre personne objet de souffrance. Et se précipiter comme des vautours, ce qu'on voudrait croire insouciants et irresponsables, au-devant de M. Pipota, qui accomplissait pour vous, mais pour votre bien-être, ces quelques brasses laborieuses, c'est nier qu'existe dans le monde quelqu'un d'autre que soi. C'est penser que l'on vit dans un désert et qu'on est seul à exister. N'oublie pas, Stéphane, que nous sommes ici pour témoigner de la fadeur de l'existence quand celle-ci est soumise aux contingences matérielles, et si, parmi ces contingences, nous considérons que la pratique sportive et le fait de savoir nager entrent en ligne de compte, c'est cependant faire preuve d'incompréhension que d'agresser son professeur d'anglais dans une piscine. Que ce soit amusant, que cet acte produise une sorte de jubilation, qu'il soit un immense éclat de rire lancé à la face de l'adversité, a sans doute libéré quelques-uns d'entre vous pour quelques secondes. Et cela est si vrai que je ne te reprocherai pas ces quelques secondes, Stéphane. Mais l'intention, Stéphane, tout est là. Et maintenant, tu peux t'asseoir. Prochainement, je dois me rendre au banquet des anciens élèves du Collège Trinité. Et à cette occasion, nous évoquerons des souvenirs communs, M. Pipota et moi. Ce sera l'occasion de lui dire que certains parmi vous, n'est-ce pas Stéphane, se sont rendus compte de leur acte et que le cours classique a été heureusement traversé par un souffle de conscience venu de la piscine. Et l'affaire sera terminée. Fais-leur la leçon, m'a dit M. Pipota. Fais que ça n'aille pas plus loin. Cela pourrait leur porter ombrage. Et telle n'est pas mon intention, a-t-il poursuivi. Ainsi donc, vous bénéficiez de sa grâce après avoir tenté de le faire couler. Nous allons donc maintenant reprendre notre travail sur André Gide.
Et avec Gide, je vous montrerai que la littérature perd son statut de discipline ennuyeuse. Elle devient un rêve, un conte merveilleux, une histoire qui vous donne des frissons. Arrivée intempestive du censeur des études, Monsieur Saint-Exupéry, lui qui parle. Je sais que certains d'entre vous connaissent par avance la raison précise de ma venue. Et s'ils craignent déjà une expulsion éventuelle, je dirais qu'ils ont raison. Car je présume être au courant par avance du pourquoi de ma visite, c'est être concerné. Et vous êtes tous concernés, étant donné qu'une classe entière a pris part au jeu de massacre. À ce jeu ignoble d'une seule souris attaquée par une horde de chats. Votre professeur ici présent a été conduit à me parler de ce qui est survenu et j'ai eu toutes les peines du monde, croyez-le bien, à lui faire dire que vous aviez mal agi. Me voici donc ici, dans la situation du juge, après qu'un crime a été commis, car c'est presque d'un crime qu'il s'agit. M. Pipota a certes tout entrepris pour vous défendre, mais malgré ses multiples interventions dans mon bureau, je suis ici, devant vous, à seule fin de faire respecter l'ordre, à faire la lumière sur cette mauvaise action que vous avez commise. Pensez-vous, mes pauvres amis, que nous ignorons ce qui se passe dans votre tête? Croyez-vous que je puisse être persuadé de votre innocence? Au début de l'année scolaire déjà, je considère les fautes que vous avez à votre passif, et si je n'en trouve pas, je cherche. Je fouille dans votre dossier avec la plus grande minutie, afin de vous reconnaître, car je sais qu'un jour ou l'autre, vous serez amené à vous révéler. C'est le cas notamment de Michael, dont je ne suis pas étonné qu'il fût le premier à monter sur le dos de M. Pipota. Entends-tu, Michael? Je ne dis pas que tu t'es amusé à te moquer d'un professeur, non. Selon moi et selon le règlement en vigueur du Collège Trinité, tu as essayé de le noyer. Ce professeur, et cet acte est l'équivalent d'une tentative d'homicide. Nous parlons de droit. Nous parlons de droit, de procédure, et ma suspicion m'a guidé là où elle devait inévitablement me conduire, mais pas où je m'attendais à être dirigé, car Michael n'était pas le seul dans le bassin de la piscine, et le deuxième prénom qui est venu sous le stylo de M. Pipota, après un temps il est vrai assez long, et une insistance toute particulière de ma part, le deuxième prénom est celui d'un certain Stéphane, qui lui n'est venu dans mon bureau qu'une seule fois pour un retard, et qui par conséquent n'a jusqu'ici commis aucune faute grave. Nous observerons ensemble combien il est terrible que le plus innocent d'entre vous, celui qui est le mieux disposé à l'égard de ses professeurs et de ses camarades, tombe sans crier gare dans ce piège, car vous êtes attendu à chaque instant de votre existence sur ce terrain de la bonté, du respect de l'autre, surtout si c'est de votre professeur qu'il est question. Vous avez laissé le temps à M. Pipota de pénétrer dans le bain, vous vous êtes concertés, et deux d'entre vous, entraînant les autres, se sont jetés sur cet enseignant qui nageait tranquillement la brasse, et ce, en plein cours d'éducation physique. Nous n'en resterons pas là, sachez-le. Nous avons cette fois affaire avec la justice, avec l'appareil judiciaire qui est prêt à recevoir la plainte de l'établissement en la personne de M. Pipota, et il est impossible à quiconque d'échapper au procès qui sera instruit par mes soins, dans un premier temps, par le juge des enfants dans un deuxième temps. Je m'en tiendrai à un seul prénom, Stéphane. Et ce prénom résonnera dans mon bureau comme un reproche le jour où je t'interrogerai. J'aurai à cœur de comprendre, Stéphane, ce qui t'a conduit à un tel acte. Quels sont les faits précis qui ont entraîné de ta part un tel comportement? Puis je verrai, point par point, comment tu t'y es pris exactement, au millimètre près. Si nécessaire, je procéderai à une reconstitution dans la piscine avec un surveillant qui prendra la place de ton professeur. Et sache-le que j'analyserai tes rapports avec M. Pipota pour savoir si c'est par haine, rancœur ou antipathie que tu as agi. Mais enfin, pensez-vous qu'ici, au cours classique,
nous soyons coupés du monde, qu'il existerait un règlement qui vous profiterait à vous seul? Pour bénéficier de notre clémence, il faudrait que surgisse un événement extraordinaire et que Stéphane soit à la source de cet événement. Mais on ne se convertit pas du jour au lendemain, et j'ai peur, Stéphane, que tu ne finisses tes jours sans te rendre compte des chances que tu auras laissées échapper, comme s'il avait été nécessaire que tu sautes sur ce professeur. Ton acte est inadmissible, et il était inadmissible qu'une telle attitude ait trouvé écho chez les autres élèves, que vous n'ayez pas tous tenté de l'en dissuader, mais qu'au contraire, vous l'ayez laissé faire en vous moquant de votre professeur d'anglais. Demain, nous entamerons donc la procédure au terme de laquelle ne pourra être prononcée que l'exclusion du Collège Trinité. Nous nous chargerons de vous aider à briser cette enveloppe qui vous emprisonne, qui t'emprisonne, Stéphane, et fait de toi l'un des serviteurs du mal. Je t'attends dans mon bureau, demain matin, 1e heure. Je regarde comme ça, je suis à 51 minutes. Conrad Bley, le censeur des études, sort. Donc le professeur revient. J'en fais une. Je crois que tous ici venons de mûrir de façon accélérée. Demain, hors de notre présence, M. Saint-Exupéry imposera à Stéphane de relater les faits, de rapporter toutes vos paroles, une par une, puis il les consignera et ajoutera des preuves au dossier, pièce par pièce. Et M. Pipota, au terme de la constitution de ce dossier, devra relire ce qui est écrit. Il devra admettre que quelques insultes ont fusé en même temps qu'on tentait de le ridiculiser. Vous pouvez tous faire confiance au censeur des études. Il saura faire parler Stéphane. Un procès-verbal sera dressé. Des pages et des pages de description de la scène donneront l'image de ce que M. Pipota aura supporté en silence, dans sa solitude, si bien que son honneur se trouvera submergé par un flot d'insultes, d'incitations verbales à la violence, et M. Pipota aura honte de ces insultes proférées à son encontre. Il sera atteint 1000 fois dans sa pudeur, car c'est un échec absolu que d'être victime de 30 élèves qui vous sautent dessus dans la ferme intention de vous faire couler. C'est toute une vie de pédagogie qui s'écroule, une humiliation terrible qui conduit aux pires catastrophes. La vérité, c'est qu'en entrant dans un cours comme un tank dans une ville vaincue, Monsieur le censeur des études vient de briser le mur du silence et il n'y aura plus d'échappatoire à Monsieur Saint-Exupéry. Ce n'est bien sûr pas moi, petit professeur, avec mes cours d'acquisition du savoir, qui vais vous éviter le châtiment. Je n'en ai pas les moyens et je ne sais pas même si j'en ai la volonté. Il m'est impossible, Stéphane, de changer le cours des choses et de te sauver de la noyade. Tu as cette fin de semaine pour y réfléchir et faire amende honorable. J'aimerais continuer de vous enseigner à tous l'art d'être libre, et je m'en veux de n'avoir pas su me taire, mais le fait est que le précipice est là, devant la porte du cours classique, et nous allons devoir le longer, ce précipice. Désormais, ce qui doit advenir, adviendra. Je crois que je peux arrêter là. Voilà.